La tentative de coup d'État au Bénin a été étouffée en quelques heures, mais la crise est-elle vraiment close? Officiellement, l'État affirme avoir repris la main. Pourtant, les meneurs refusent en fait de se rendre, affichant une défiance obstinée sur le terrain comme dans les réseaux numériques. Cet échec apparent n'a pas calmé les esprits. Il a creusé une ligne de fracture inédite, divisant plus que jamais le pays. Le climat reste tendu, la peur d'un nouveau basculement plane. Chaque camp guette l'autre, prêt à exploiter la moindre faille. La région, elle, a réagi comme si la menace était toujours là. Le Nigeria a déployé, sans attendre, ses avions de chasse et ses unités d'intervention rapide. L'ECOWAS a activé sa force en attente, tandis que la France a fourni un appui en renseignements stratégiques. Personne n'a agi comme si la crise était éteinte, mais plutôt comme si l'incendie pouvait reprendre à tout instant. Pourquoi tant de fébrilité pour un putsch raté? Pourquoi traiter cet échec comme une urgence permanente? L'ambiguïté est frappante. Le danger ne s'est pas évaporé, il s'est déplacé ou peut-être même aggravé. La fin du coup d'État révèle surtout une fragilité nouvelle, dissimulée dans les fondations même de l'État béninois. Ignorer ces signaux, c'est courir le risque de perdre non seulement la sécurité régionale, mais aussi la compréhension des menaces inédites qui pèsent sur toute l'Afrique de l'Ouest. Si le Bénin, jadis perçu comme un bastion de stabilité, vacille aujourd'hui, alors toutes les certitudes sur la résilience régionale s'effondrent. Pour saisir ce paradoxe et dévoiler les véritables failles du Bénin, il faut revenir sur les événements récents et sonder les tensions sous-jacentes qui ont mené à cette crise ouverte. Retourner sur les années précédant la crise permet de comprendre comment le pays a glissé vers la vulnérabilité. Les racines de la fracture béninoise sont plus profondes qu'il n'y paraît. Le Bénin, autrefois perçu comme un havre de paix, était-il vraiment à l'abri des tempêtes qui secouent pas l'Afrique de l'Ouest? Pendant de longues années, ce petit pays côtier a incarné la stabilité, alors que ses voisins sombraient dans les coups d'État et les insurrections. Les élections se succédaient sans heurts, les institutions semblaient solides et l'armée restait en retrait, contribuant à l'image d'une démocratie tranquille. Pour illustrer cette réputation, rappelons qu'entre 1991 et 2017, le Bénin a organisé plus d'une dizaine d'élections présidentielles et législatives sans violence majeure, un record dans la région. À titre de comparaison, le Togo voisin a connu au moins 3 crises électorales majeures sur la même période, tandis que le Burkina Faso a subi 2 interruptions du processus démocratique par l'armée. Cette réputation rassurante, valorisée par les partenaires étrangers, entretenait l'idée d'un Bénin immunisé contre les crises régionales. Les rapports d'ONG et les analyses diplomatiques dressaient un tableau idyllique. Ici, la démocratie résistait et la passation de pouvoir apparaissait comme un rituel sans surprise. Pourtant, derrière cette façade, des fissures insidieuses se creusaient. Dans les casernes, la tension montait. Plusieurs officiers dénonçaient des réformes militaires perçues comme une concentration du pouvoir au sommet. Des promotions jugées injustes et des unités reléguées à l'arrière-plan alimentaient un sentiment d'injustice et de déclassement, fragilisant la cohésion de l'armée. Prenons l'exemple concret de la réforme opérée en 2019, qui a vu la suppression des commandements régionaux au profit d'un commandement unique basé à Cotonou. Certains officiers, pour la plupart issus des régions du Nord, se sont sentis marginalisés, convaincus que leurs perspectives de carrière étaient désormais verrouillées par une élite centralisée. Un phénomène similaire avait été observé au Mali en 2012, où l'exclusion des officiers touaregs avait précédé la mutinerie de Kati. Simultanément, la crise économique aiguisait les frustrations. Les prix flambaient sur les marchés, le chômage progressait, et l'opposition politique se voyait muselée. Les voix critiques disparaissaient peu à peu de l'espace public, isolant une partie croissante de la société et des élites militaires. Pour mesurer l'ampleur de ces difficultés, il suffit de rappeler que, selon la Banque mondiale, le taux de chômage chez les jeunes béninois a doublé entre 2016 et 2022, passant de 5 à plus de 10%. Les prix du maïs et du riz, aliments de base, ont augmenté de 40% en 3 ans. À Porto Novo, les marchés bruissettant de plaintes contre la vie chère et de plus en plus de jeunes tentant leur chance dans l'émigration clandestine, un phénomène qui s'est aussi aggravé au Sénégal, autrefois considéré comme un pôle de stabilité. Ces mécontentements diffus se propageaient en temps réel dans l'ombre. Les récits glorifiant les coups d'État au Mali ou au Niger circulaient sur les réseaux sociaux, nourrissant la tentation du passage à l'acte. L'idée du putsch, jadis impensable, gagnait du terrain, porté par la conviction que la stabilité du Bénin n'était qu'un mirage fragile.
Il n'est pas anodin que, lors de la chute du président Bazoum au Niger en 2023, plusieurs comptes béninois sur Twitter aient relayé des messages de soutien aux militaires nigériens, utilisant des hashtags comme Ra souveraineté ou rien. Ce type de mobilisation virtuelle rappelle la vague de soutien populaire qui avait accompagné le coup d'État au Burkina Faso en 2022, où des milliers de jeunes étaient descendus dans la rue pour acclamer les putschistes. En refusant de voir ces signaux, dirigeants et observateurs ont sous-estimé l'ampleur du malaise. Le vrai danger ? Croire que rien ne peut changer, et négliger les dynamiques souterraines qui, un jour, pourraient tout faire basculer. Fermer les yeux sur ces tensions, c'est s'exposer à une rupture brutale et voir s'effondrer ce qui paraissait inébranlable. Pourquoi, alors, la tentative de coup d'État a-t-elle surgi si soudainement ? Et surtout, pourquoi son échec n'a-t-il fait qu'exacerber la crise au lieu de la refermer ? Ce revers n'a pas apaisé les tensions. Il a au contraire dévoilé la profondeur des fractures internes. Désormais, chacun s'interroge. Le Bénin peut-il encore éviter une contagion déstabilisatrice ? Quand un coup d'État échoue, la crise devrait s'achever. Mais au Bénin, la tentative de putsch n'a duré que quelques heures, et ses répercussions continuent de secouer le pays ainsi que toute la région. Tout commence à l'aube d'un dimanche. Des militaires rebelles envahissent la radio nationale. Leur but, contrôler le récit, s'imposer comme la nouvelle voie du pouvoir, avant même que les institutions n'aient le temps de réagir. Mais le gouvernement n'est pas pris au dépourvu. En moins d'une matinée, la garde présidentielle reprend les points clés de la capitale. Les communications, brièvement coupées, sont rétablies à une vitesse remarquable. Le pouvoir reprend son souffle et la tentative de renversement semble déjà avortée. Pourtant, les mutins refusent la défaite. Plutôt que de se rendre, ils se replient hors de la ville et changent de stratégie. La lutte n'est plus sur le terrain, elle glisse vers la sphère numérique. Sur les réseaux sociaux, ils lancent des appels, diffusent leurs propres récits, multiplient les messages pour attiser la mobilisation. La fracture n'est pas refermée, elle s'installe désormais dans la bataille de l'information. Ce basculement rappelle la stratégie adoptée par les insurgés soudanais en 2019, qui, après avoir échoué à prendre le palais présidentiel, avaient investi massivement les réseaux sociaux pour rallier l'opinion publique et dénoncer la répression. Les hashtags, les vidéos virales, les témoignages en direct deviennent alors des armes pour prolonger la lutte au-delà du champ de bataille traditionnel. Face à cette dissidence persistante, le gouvernement béninois réagit dans l'urgence. Il appelle ses alliés à l'aide. Le Nigeria, voisin inquiet, dépêche des avions et des troupes en alerte dès les premières heures. La CEDEAO active ses forces de réserve pour signifier son refus de voir un autre État tomber. Même la France, d'habitude prudente, fournit un appui en renseignement. Rapidement, une crise nationale se transforme en test régional et diplomatique, mais ce déploiement massif a un effet inattendu. Plutôt que de rassurer, il alimente le sentiment d'une souveraineté menacée. Une partie de la population et de l'armée commence à douter de la capacité du pays à gérer ses propres crises. Les tensions s'aggravent, les rivalités internes s'exacerbent, et la cohésion du Bénin, autrefois vantée, devient fragile. On retrouve ce même sentiment d'humiliation nationale au Tchad en 2021, lorsque la France avait appuyé la transition militaire après le décès d'Idriss Déby. Plusieurs officiers tchadiens avaient alors dénoncé dans des lettres ouvertes le retour du colonialisme par d'autres moyens. La question n'est plus seulement celle d'un putsch raté. Désormais, le vrai défi est celui de la légitimité du pouvoir et de l'unité nationale. Le danger, ce n'est plus seulement la confrontation militaire, c'est la confiance envers les institutions, la stabilité sociale et régionale qui vacille, avec le risque de voir la crise s'installer dans la durée. Ce glissement du terrain militaire vers la bataille pour l'opinion transforme le Bénin en laboratoire des tensions ouest-africaines. Dans cette zone d'incertitude, chaque acteur, local ou étranger, avance ses pions avec prudence. Mais au fond, qui détient vraiment le contrôle ? Pour comprendre comment ce choc a pu révéler les failles du Bénin, il faut revenir sur ses promesses anciennes de stabilité. Car cette crise, loin d'être un simple accident, expose des lignes de fracture longtemps ignorées. Quand le Bénin chancelle, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui retient son souffle. La tentative de coup d'État a fissuré le vernis de stabilité du Bénin, exposant la fragilité de la région. À Abuja, la crainte s'est installée. Le Nigeria, colosse voisin, se sait pilier essentiel, mais aussi vulnérable à la contagion. Chaque secousse à Cotonou résonne à Lagos, car si la crise déborde, c'est l'équilibre de toute la sous-région qui menace de s'effondrer.
L'ECOWAS, déjà affaibli par la rupture avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tente désespérément de préserver son autorité. Face à l'ascension de l'Alliance du Sahel, sa légitimité vacille. Son intervention rapide au Bénin, plus démonstrative que réellement efficace, révèle la nervosité d'une institution en quête de poids. La France, autrefois omniprésente, avance désormais à pas feutrés. Elle a fourni du renseignement mais ajuste prudemment son engagement. Dans un contexte où toute influence étrangère devient suspecte, Paris marche sur un fil, soutenir sans être accusé de manipulation. Cette ambiguïté nourrit le discours des insurgés qui dénoncent l'ingérence et réclament la souveraineté. Pour le Bénin, chaque geste international se transforme en enjeu de pouvoir. Plus les puissances extérieures interviennent, plus elles alimentent ceux qui veulent rompre avec l'ordre établi. La crise s'enracine aussi dans l'armée, où les divisions se creusent. Certaines unités se sentent écartées, doutent de leur chef et perçoivent l'influence étrangère comme une nouvelle humiliation. Le risque est réel. L'armée, jadis ciment de l'unité nationale, menace de se fracturer sous la pression des intérêts concurrents. Prenons l'exemple d'un jeune capitaine originaire de Parakou, témoin des événements. Dans une interview anonyme, il confiait que, selon lui, l'armée béninoise ne se reconnaît plus dans ses chefs, ni dans la stratégie imposée par des conseillers étrangers. Nous voulons défendre le pays, pas exécuter des ordres venus d'ailleurs. Ce type de ressentiment, s'il se généralise, pourrait déboucher sur des mutineries comme celles qui ont secoué la Côte d'Ivoire en 2017, où des soldats révoltés réclamaient de meilleures conditions et plus de respect. Mais l'impact dépasse largement les frontières du Bénin. Ce choc révèle la vulnérabilité du modèle sécuritaire régional. Les États côtiers, jadis remparts contre l'instabilité sahélienne, semblent soudain exposés. Cette faille aiguise l'appétit de puissances comme la Russie ou la Chine, prêtes à combler le vide laissé par l'Occident. Les alliances bougent, et avec elles, la carte du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Déjà, des médias russes comme Sputnik Afrique ont publié des éditoriaux favorables à une africanisation des solutions sécuritaires face à la décadence occidentale. A l'inverse, la Chine a proposé en coulisses des partenariats pour la formation de forces spéciales sur le modèle de l'accord passé avec l'Angola en 2020. À présent, l'enjeu n'est plus seulement béninois, il est géopolitique. Recul des anciennes puissances, émergence de nouvelles alliances, fragilité accrue des États côtiers et menace d'une nouvelle vague de déstabilisation régionale. La crise du Bénin pourrait bien être le premier domino d'une recomposition profonde où chaque acteur joue sa survie et son prestige. Face à ce bouleversement, quelle véritable marge de manœuvre reste au Bénin pour sortir de la tempête sans sacrifier sa souveraineté ni déchirer son tissu social ? Les décisions à venir seront cruciales et rien n'est écrit d'avance. Dans ce climat d'incertitude, une question obsède chaque capitale ouest-africaine. Comment éviter que la crise béninoise ne devienne le prélude à une déstabilisation généralisée ? Mais derrière les stratégies et les alliances, ce sont aussi les trajectoires individuelles qui s'écrivent, à l'ombre du chaos. La véritable bataille commence. Comment transformer le choc de la tentative avortée en une occasion de renouveau profond pour le Bénin ? L'échec du coup d'État n'a pas résolu la vulnérabilité du pays. Au contraire, il l'a exposé brutalement, forçant chacun à regarder en face des fissures longtemps ignorées. La sécurité militaire et l'aide extérieure ont permis d'éviter le pire, mais elles ne suffisent plus. Une paix imposée par la force est une illusion fragile. Le risque désormais est que la peur et la méfiance s'enracinent, sapant les fondements mêmes de la société. Pour éviter l'effondrement, il faut oser repenser le pacte social. Le premier chantier est la reconstruction de la confiance entre civils, soldats et institutions. Tant que chaque groupe verra l'autre comme un adversaire potentiel, les divisions ne feront que s'aggraver. Pour illustrer, prenons l'exemple du Ghana, qui a su en 2000 organiser un dialogue national après une tentative de mutinerie, réunissant les représentants de l'armée, de la société civile et du gouvernement autour d'une même table. Ce processus a permis de désamorcer les tensions et d'ouvrir la voie à une réforme profonde de la gouvernance militaire. Le Bénin pourrait tirer des leçons de cette expérience et mettre en place des forums de dialogue inclusif, où les griefs des militaires et des civils seraient entendus sans tabou. Cela exige des réformes réelles, pas de simples ajustements de façade. Le Bénin doit écouter les voix de ceux qui se sentent oubliés, militaires frustrés, jeunes en colère, fonctionnaires désabusés. Il s'agit d'ouvrir le jeu politique, de garantir une gouvernance qui ne se cache plus derrière des discours creux sur la stabilité. Un pas concret pourrait consister à rétablir la pluralité politique en facilitant la création de partis d'opposition et en réformant la loi électorale,
comme l'avait fait le Cap-Vert après la crise institutionnelle de 2002. Offrir aux jeunes plus de débouchés économiques, par exemple en lançant des programmes de stages subventionnés et en encourageant l'entrepreneuriat, serait également une réponse pragmatique aux frustrations croissantes. La légitimité ne se proclame pas, elle se reconquiert, geste par geste. Il faut accepter de partager le pouvoir, d'accueillir la critique, de donner une place à ceux qui n'en ont jamais eu. Sans cela, la défiance ne fera que grandir, rendant tout progrès impossible. Mais la réponse ne peut pas être seulement nationale. La coopération régionale doit être repensée, sous peine de tomber dans une dépendance dangereuse. Le soutien du Nigeria, de l'Union Éco-Ouest ou de la France a été crucial, mais trop s'appuyer sur l'extérieur expose à de nouveaux chantages, à de nouvelles humiliations. L'exemple du Niger, qui s'est retrouvé isolé après avoir refusé l'aide de la France à la suite du coup d'État de 2023, rappelle à quel point un pays peut vite se retrouver acculé s'il ne diversifie pas ses alliances. Le Bénin doit apprendre à négocier d'égal à égal, à bâtir des alliances où il peut proposer, refuser, peser de tout son poids. Autrement, la souveraineté ne sera qu'un mot vide, et chaque crise renforcera la tentation de l'ingérence. La clé désormais est la transparence. Les autorités doivent rompre avec la culture du secret et affirmer clairement leurs choix, leurs réformes, leurs limites. C'est ainsi seulement que la population regagnera confiance et que les rumeurs perdront leur force destructrice. Pour y parvenir, le gouvernement pourrait instaurer des points presse hebdomadaires, diffuser des rapports publics sur les avancées des réformes et ouvrir des canaux d'écoute directs, à l'image du dialogue citoyen instauré au Sénégal après la crise de 2011. Cette transparence permettrait de désamorcer la désinformation et de rétablir un lien de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Car ne rien faire, c'est ouvrir la porte à de nouveaux dérapages. Des acteurs frustrés, tapis dans l'ombre, n'attendent qu'un signe pour rallumer l'incendie. Le Bénin pourrait alors devenir le foyer d'une contagion régionale menaçant la sécurité et l'avenir de toute l'Afrique de l'Ouest. À titre d'avertissement, rappelons la crise ivoirienne de 2010, où l'incapacité à instaurer un dialogue a débouché sur une guerre civile meurtrière, provoquant plus de 3000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Le Bénin n'est pas à l'abri d'un tel scénario si la défiance et la fragmentation persistent. La survie de l'économie, la sécurité des familles, la dignité des institutions et l'avenir des générations futures sont en jeu. Les choix d'aujourd'hui décideront si le Bénin reste un exemple ou sombre dans une spirale incontrôlable. Mais la sortie de crise ne se jouera pas devant les caméras. Elle prendra forme dans l'ombre à travers des décisions difficiles, loin des projecteurs. C'est là, dans cette zone grise, que se dessinera le vrai destin du pays. La question reste entière. Le Bénin saura-t-il saisir cette chance de se réinventer ou succombera-t-il à la fatalité ? Le prochain acte révélera comment l'espoir et le doute s'affrontent dans l'après-crise. Le Bénin n'a pas simplement repoussé un coup d'État. Il a mis à nu la fragilité de tout un équilibre régional, exposant une tension qui couvait sous la surface depuis des années. En quelques heures, à Cotonou, la façade du pays modèle s'est fissurée. Ce qui semblait n'être qu'un épisode isolé s'est révélé être le symptôme d'un malaise plus profond, aux répercussions bien au-delà des frontières béninoises. La question n'est plus de savoir si le Bénin a évité le chaos, mais si l'Afrique de l'Ouest n'est pas entrée dans une ère nouvelle, faite d'incertitudes et de secousses imprévisibles. Car chaque crise, chaque tentative de déstabilisation ne reste jamais locale. Elle voyage, elle contamine, elle s'insinue à Lomé, Ouagadougou, Abidjan, Lagos. La rapidité de la réaction régionale l'a démontré. Le Nigeria mobilisant ses avions de chasse en moins d'une journée, la force d'attente de la CEDEAO soudainement sur le qui-vive, la France active dans l'ombre avec son renseignement. Tous ces signaux trahissent une peur réelle, celle d'une contagion incontrôlable. Le Bénin était cité comme l'exception, le havre de stabilité dans une région secouée par les coups d'État militaires. Mais l'illusion a volé en éclats. Sous la surface, frustration d'officiers, recomposition des hiérarchies, ressentiment envers les influences étrangères, pressions économiques et politiques, autant de fissures prêtes à s'élargir à la moindre faille. Ce fragile fil tendu entre ordre et rupture, le Bénin l'a senti vibrer de toute sa brutalité. Mais cette tension concerne aujourd'hui tout le tissu ouest-africain. L'instabilité d'un seul État côtier menace les routes commerciales, les frontières, la confiance dans les institutions, l'avenir de millions de personnes.
Pour mieux comprendre, imaginez que la fermeture temporaire du port de Cotonou lors de la tentative de coup d'État a perturbé le commerce de toute la région, l'acheminement de produits pétroliers vers le Niger et le Burkina Faso ayant été interrompu pendant près de 24 heures. Cet événement a rappelé la crise gambienne de 2017, lorsque la menace d'un conflit avait bloqué le transport de marchandises sur tout le corridor Dakar-Bamako. La réaction des putschistes, refusant de disparaître, investissant les réseaux sociaux plutôt que la rue, a encore accru l'incertitude. La fracture ne se résorbe pas en quelques communiqués officiels. Elle demeure parfois invisible, parfois explosive. Le vrai risque n'est pas la répétition, mais la propagation, la normalisation de l'exception. La réponse du Bénin sera décisive. Elle servira d'exemple ou d'avertissement à toute la région. Renforcera-t-on la cohésion interne, la confiance du peuple, un contrat social renouvelé? Ou verra-t-on, impuissant, l'enchaînement de crises et de réactions en chaîne? C'est sur ce fil que se joue l'avenir de la stabilité, au Bénin comme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ne pas en tirer les leçons, c'est risquer de voir chaque fissure devenir abîme, chaque incident devenir précédent. Quelles leçons tirer, alors, pour éviter que l'histoire ne se répète? Premièrement, il faut instaurer un mécanisme d'alerte précoce, associant services de renseignement, société civile et médias, afin de détecter les signes avant-coureurs de la crise. Ce système, testé avec succès au Ghana et au Sénégal, a permis d'anticiper les tensions et d'y répondre avant qu'elles ne dégénèrent. Deuxièmement, il est impératif de renforcer l'éducation civique et la formation à la citoyenneté, afin de contrer la propagande sur les réseaux sociaux et de promouvoir la culture du dialogue. Les ateliers de sensibilisation organisés dans les écoles du Cap-Vert après 2002 ont montré que la prévention passe aussi par l'éducation. Troisièmement, il convient de restaurer la confiance dans la justice en créant des commissions indépendantes chargées d'enquêter sur les abus et les discriminations signalées au sein de l'armée et de l'administration. L'exemple du Maroc, où la commission Vérité et Réconciliation a permis d'apaiser les rancœurs après les années de plomb, prouve qu'il est possible de reconstruire sur des bases plus saines. Quatrièmement, toute réforme militaire devra associer les représentants des différentes régions et communautés, afin que personne ne se sente exclu du processus de décision. Une armée unie, ancrée dans la diversité nationale, est le meilleur rempart contre l'instrumentalisation politique ou étrangère. Enfin, il est crucial d'encourager l'émergence d'un leadership responsable, capable de reconnaître ses erreurs, de dialoguer avec l'opposition et de proposer une vision commune de l'avenir. Les expériences du Rwanda, de la Sierra Leone ou du Libéria, qui ont su rebondir après des crises majeures, montrent qu'aucune fatalité n'est irréversible. Restez vigilants. Ce qui s'est joué aujourd'hui à Cotonou pourrait, demain, redessiner la carte politique de toute la région. Le Bénin, au cœur de la tempête, a désormais le choix, écrire un nouveau chapitre de résilience ou laisser l'histoire se répéter. À chacun d'en tirer les leçons avant que la prochaine crise